Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver sur D8 dans un nouveau voyage au bout de la nuit. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis très heureuse d'être là, de lire pour vous ce soir Les crimes de l'amour du marquis de Sade. Voilà. J'en étais je vais continuer de le lire parce que je l'ai commencé. Si vous étiez là, vous le savez déjà. Je lisais Fax-Lange, donc qui fait partie des crimes de l'amour du marquis de Sade. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Et voilà. Alors je continue. Madame de Fax-Lange. Oui, alors attendez, parce que peut-être que je peux vous dire quelque chose. Voilà, il y avait monsieur et madame de Fax-Lange, qui ont une fille très belle, qui a 16 ans, mademoiselle de Fax-Lange. Mademoiselle de Fax-Lange est amoureuse d'un garçon qui a 23 ans, monsieur de Goé, c'est ça, je crois. Et évidemment, ses parents la promettent à un autre homme parce qu'il est riche. Voilà. Et elle laisse un peu tomber, du coup, monsieur de Goé, qu'elle aimait depuis sa tendre enfance. Elle le laisse complètement tomber parce qu'elle est un peu éblouie par les cadeaux et tout ça. Et voilà, donc je continue. Alors, madame de Fax-Lange était tout à fait vaincue, séduite, comme toute la famille par l'extérieur de l'ami de Belleval. Tourmentée par son mari et ne voyant dans sa fille que d'excellentes dispositions pour cet hymen, elle s'y préparait maintenant sans la moindre répugnance. Elle termina donc la visite en assurant Franlot que le premier jour où sa santé lui permettrait de sortir serait celui du mariage. Notre politique amant témoigna quelques tendres inquiétudes à mademoiselle de Fax-Lange sur le rival que tout cela venait de lui faire connaître. Celle-ci le rassura le plus honnêtement du monde en exigeant néanmoins de lui sa parole qu'il ne poursuivrait jamais Goé, de quelque manière que ce pût être. Franlot promit et l'on se sépara. Tout s'arrangeait chez le père de Goé. Son fils était convenu de ce que la violence de son amour lui avait fait faire. Mais sitôt que ce sentiment déplaisait à mademoiselle de Fax-Lange, dès qu'il en était aussi cruellement délaissé, il ne chercherait pas à la contraindre. Monsieur de Fax-Lange, tranquille, ne songea donc plus qu'à conclure. Il fallait de l'argent. Monsieur de Franlot, passant tout de suite en Amérique, était bien aise ou d'y réparer ou d'y augmenter ses possessions. Et c'était à cela qu'il comptait placer la dot de sa femme. On était convenu de 400 000 francs. C'était une curieuse brèche à la fortune de monsieur de Fax-Lange, mais il n'avait qu'une fille. Tout devait lui revenir un jour. C'était une affaire qui ne se retrouverait plus, il fallait donc se sacrifier. On vendit, on engagea, bref, la somme se trouva prête le 6e jour depuis l'aventure de Franlot. Et à environ 3 mois de l'époque où il avait vu mademoiselle de Fax-Lange pour la première fois, il parut enfin comme son époux. Les amis, la famille, tout se rassembla. Le contrat fut signé, l'on convint de faire la cérémonie le lendemain, sans éclat, et que 2 jours après, Franlot partait avec son argent et sa femme. Le soir de ce fatal jour, monsieur de Goé fit supplier sa cousine de lui accorder un rendez-vous dans un endroit secret qu'il lui indiqua et où il savait bien que mademoiselle de Fax-Lange avait la possibilité de se rendre. Sur le refus de celle-ci, il renvoya un second message en faisant assurer sa cousine de ce qu'il avait à lui dire, que ce qu'il avait à lui dire était d'une trop grande conséquence pour qu'elle pût refuser de l'entendre. Notre héroïne infidèle, séduite, éblouie, mais ne pouvant haïr son ancien amant, cède enfin et se rend à l'endroit convenu. « Je ne viens point, dit monsieur de Goé à sa cousine dès qu'il l'aperçut. Je ne viens point, mademoiselle, troubler ce que votre famille et vous appelez le bonheur de votre vie. Mais la probité dont je fais profession m'oblige à vous avertir qu'on vous abuse. L'homme que vous épousez est un escroc qui, après vous avoir volé, vous rendra peut-être la plus malheureuse des femmes. C'est un fripon et vous êtes trompé. » À ce discours, mademoiselle de Fax-Lange dit à son cousin qu'avant de se permettre de diffamer aussi cruellement quelqu'un, il fallait des preuves plus claires que le jour. « Je ne les possède pas encore, dit monsieur de Goé, j'en conviens, mais
On s'informe et je puis être éclairée dans peu. Au nom de tout, ce qui vous est le plus cher, obtenez un délai de vos parents. Cher cousin, dit mademoiselle de Faxelange en souriant, votre feinte est découverte. Vos avis ne sont qu'un prétexte. Et les délais que vous exigez qu'un moyen pour essayer de me détourner d'un arrangement qui ne peut plus se rompre. Avouez-moi dans votre ruse, je vous la pardonne. Mais ne cherchez pas à m'inquiéter sans raison, dans un moment où il n'est plus possible de rien déranger. Monsieur de Goë, qui réellement n'avait que des soupçons sans aucune certitude réelle, et qui dans le fait ne cherchait qu'à gagner du temps, se précipite aux genoux de sa maîtresse. « Oh, toi que j'adore, s'écrie-t-il, toi que j'idolâtrerai jusqu'au tombeau, c'en est donc fait du bonheur de mes jours et tu vas me quitter pour jamais. Je l'avoue, ce que j'ai dit n'est qu'un soupçon, mais il ne peut sortir de mon esprit, il me tourmente encore plus que le désespoir où je suis de me séparer de toi. Daigneras-tu, au fait de ta gloire, te souvenir de ces temps si doux de notre enfance, de ces moments délicieux où tu me jurais de n'être jamais qu'à moi? Ah, comme ils ont passé ces instants du plaisir, et que ceux de la douleur vont être longs. Qu'avais-je fait pour mériter cet abandon de ta part, dit cruel, qu'avais-je fait? Et pourquoi sacrifies-tu celui qui t'adore? T'aime-t-il autant que moi ce monstre qui te ravit à ma tendresse? T'aime-t-il depuis aussi longtemps? Des larmes coulaient avec abondance des yeux du malheureux Goé, et il serrait avec expression la main de celle qu'il adorait. Il la portait alternativement et sur sa bouche et sur son cœur. Il était difficile que la sensible Faxelange ne se trouvât pas un peu émue de tant d'agitation. Elle laissa échapper quelques pleurs. « Mon cher Goé, dit-elle à son cousin, crois que tu me seras toujours cher. Je suis obligée d'obéir. Tu vois bien qu'il était impossible que nous fussions jamais l'un à l'autre. Nous aurions attendu. Oh Dieu, fonder sa prospérité sur le malheur de ses parents. Nous ne l'aurions pas désiré, mais nous étions en âge d'attendre. Et qui m'eût répondu de ta fidélité? Ton caractère, tes charmes, tout ce qui t'appartient. On ne cesse jamais d'aimer quand c'est toi qu'on adore. C'est beau. Si tu voulais être encore à moi, fuyons au bout de l'univers, ose m'aimer assez pour me suivre. Rien au monde ne me déterminerait à cette démarche. Va, console-toi, mon ami, oublie-moi, c'est ce qui te reste de plus sage à faire. 1000 beautés te dédommageront. N'ajoute pas l'outrage à l'infidélité. Moi t'oublier, cruel, moi me consoler jamais de ta perte. Non, tu ne le crois pas. Tu ne m'as jamais soupçonné assez lâche pour oser le croire un instant. Ami trop malheureux, il faut nous séparer. Tout ceci ne fait que m'affliger sans remède. Il n'en reste plus aux mots dont tu te plains. Séparons-nous, c'est le plus sage. Eh bien, je vais t'obéir. Je vois que c'est la dernière fois de ma vie que je te parle. N'importe. Je vais t'obéir, perfide. Mais j'exige de toi 2 choses. Porteras-tu la barbarie jusqu'à les refuser? Et quoi? Une boucle de tes cheveux. Et ta parole de m'écrire 1 fois tous les mois. Pour m'apprendre au moins si tu es heureuse. Je me consolerai si tu l'es. Mais si jamais ce monstre, crois-moi, cher ami, oui, crois-moi, j'irai te chercher au fond des enfers pour t'arracher à lui. Que jamais cette crainte ne te trouble, cher cousin. Franlot est le plus honnête des hommes. Je ne vois que sincérité, que délicatesse dans lui. Je ne lui vois que des projets pour mon bonheur. Ah, juste ciel, où est le temps où tu disais que ce bonheur ne serait jamais possible qu'avec moi? Eh bien, m'accordes-tu ce que je te demande? Oh oui, répondit mademoiselle de Faxelange. Tiens, voilà les cheveux que tu désires, et sois bien sûr que je t'écrirai. Séparons-nous, il le faut. En prononçant ces mots, elle tend une main à son amant. Mais la malheureuse se croyait mieux guérie qu'elle ne l'était. Quand elle sentit cette main inondée des pleurs de celui qu'elle avait tant chéri,
Ses sanglots la suffoquèrent et elle tomba sur un fauteuil sans connaissance. Cette scène se passait chez une femme attachée à mademoiselle de Faxelange qui se hâta de la secourir. Et ses yeux ne se rouvrirent que pour voir son amant, arrosant ses genoux des larmes du désespoir. Elle rappelle son courage, toutes ses forces, elle le relève. « Adieu, lui dit-elle, adieu. Aime toujours celle à qui tu seras cher jusqu'au dernier jour de sa vie. Ne me reproche plus ma faute. Il n'est plus temps. J'ai été séduite, entraînée. Mon cœur ne peut plus écouter que son devoir, mais tous les sentiments qu'il n'exigera pas seront à jamais à toi. Ne me suis point. Adieu. » Goé se retira dans un état terrible, et mademoiselle de Faxelange fut cherchée dans le sein d'un repos qu'en vain elle implora. Quelque calme aux remords dont elle était déchirée et desquels naissait une sorte de pressentiment dont elle n'était pas la maîtresse. Cependant, la cérémonie du jour, les fêtes qui devaient l'embellir, tout calma cette fille trop faible. Elle prononça le mot fatal qui la liait à jamais. Tout l'étourdit, tout l'entraîna le reste du jour, et dès la même nuit, elle consomma le sacrifice affreux qui la séparait éternellement du seul homme qui fût digne d'elle. Le lendemain, les apprêts du départ l'occupèrent. Le jour d'après, accablée des caresses de ses parents, Madame de Franlot monta dans la chaise de poste de son mari, munie des 400 000 francs de sa dot, et l'on partit pour le Vivarais. Franlot y allait, disait-il, pour 6 semaines, avant de s'embarquer pour l'Amérique, où il passerait sur un vaisseau de La Rochelle dont il s'était assuré d'avance. L'équipage de nos nouveaux époux consistait en 2 valets à cheval appartenant à Monsieur de Franlot et une femme de chambre à Madame, attachée à elle depuis l'enfance, que la famille avait demandé qu'on lui laissât toute la vie. On devait prendre de nouveaux domestiques quand on serait au lieu de la destination. On fut à Lyon sans s'arrêter, et jusque-là, les plaisirs, la joie, la délicatesse accompagnèrent nos 2 voyageurs. À Lyon, tout change de face. Au lieu de descendre dans un hôtel garni, comme le pratiquent d'honnêtes gens, Franlot fut se loger dans une auberge obscure au-delà du pont de la Guillotière. Il y soupa, et au bout de 2 heures, il congédia un de ses valets, prit un fiacre avec l'autre. Son épouse et la femme de chambre se fit suivre par une charrette où était tout le bagage et fut couché à plus d'une lieue de la ville dans un cabaret entièrement isolé sur les bords du Rhône. Cette conduite alarma Madame de Franlot. « Où me conduisez-vous donc, monsieur ?» dit-elle à son mari. « Et parbleu, madame, dit celui-ci d'un air brusque, avez-vous peur que je vous perde ? Il semblerait, à vous entendre, que vous fussiez dans les mains d'un fripon. Nous devons nous embarquer demain matin. J'ai pour usage, afin d'être plus à portée, de me loger la veille sur le bord de l'eau. Des bateliers m'attendent là. Et nous perdons ainsi beaucoup moins de temps. » Madame de Franlot se tut. On arriva dans une tanière dont les abords faisaient frémir. Mais quel fut l'étonnement de la malheureuse Faxelange quand elle entendit la maîtresse de cette effrayante taverne, plus affreuse encore que son logis, quand elle entendit dire au prétendu baron « Ah, te voilà, Tranche-Montagne, tu t'es fait diablement attendre. Fallait-il donc tant de temps pour aller chercher cette fille ? Va, il y a bien des nouvelles depuis ton départ. La roche a été branchée hier au terreau. Casbras est encore en prison. On lui fera peut-être son affaire aujourd'hui, mais n'aie point d'inquiétude. Aucun n'a parlé de toi. Et tout va toujours bien là-bas. Ils ont fait une capture du diable ces jours-ci. Il y a eu 6 personnes de tuées, sans que tu y aies perdu un seul homme. » Un frémissement universel s'empara de la malheureuse Faxelange. Qu'on se mette un instant à sa place et qu'on juge de l'effet affreux que devait produire sur son âme délicate et douce la chute aussi subite de l'illusion qui la séduisait. Son mari, s'apercevant de son trouble, s'approcha d'elle. « Madame, lui dit-il avec fermeté, il n'est plus temps de feindre. Je vous ai trompée, vous le voyez,
Et comme je ne veux pas que cette coquine-là, continua-t-il en regardant la femme de chambre, puisse en donner des nouvelles, trouvez bon, dit-il, en tirant un pistolet de sa poche et brûlant la cervelle à cet infortuné. Trouvez bon, madame, que ce soit comme cela que je l'empêche d'ouvrir jamais la bouche. Puis, reprenant aussitôt dans ses bras son épouse, presque évanouie. Quant à vous, madame, soyez parfaitement tranquille. Je n'aurai pour vous que d'excellents procédés. Sans cesse en possession des droits de mon épouse, vous jouirez partout de ses prérogatives, et mes camarades, soyez-en bien sûrs, respecteront toujours en vous la femme de leur chef. Comme l'intéressante créature dont nous écrivons l'histoire se trouvait dans une situation des plus déplorables, son mari lui donna tous ses soins. Et quand elle fut un peu revenue, ne voyant plus la chère compagne dont Frollo venait de faire jeter le cadavre dans la rivière, j'ai envie d'éternuer, elle se remit à fondre en larmes. « Que la perte de cette femme ne vous inquiète point, dit Franlot. Il était impossible que je vous la laissasse, mais mes soins pourvoiront à ce que rien ne vous manque, quoique vous ne l'ayez plus auprès de vous. » Et voyant sa malheureuse épouse un peu moins alarmée, « Madame, continua-t-il, je n'étais point né pour le métier que je fais. Voilà. C'est le jeu qui m'a précipité dans cette carrière d'infortune et de crime. Je ne vous en ai point imposé en me donnant à vous pour le baron de Franlot. Ce nom et ce titre m'ont appartenu. J'ai passé ma jeunesse au service. J'y avais dissipé à 28 ans le patrimoine dont j'avais hérité depuis 3. Il n'a fallu que ce court intervalle pour me ruiner. Celui entre les mains duquel ont passé ma fortune et mon nom. Étant maintenant en Amérique, j'ai cru pouvoir, pendant quelques mois à Paris, tromper le public en reprenant ce que j'avais perdu. La feinte a réussi au-delà de mes désirs. Votre dot me coûte 100 000 francs de frais. J'y gagne donc, comme vous voyez, 100 000 écus. Et une femme charmante, une femme que j'aime et de laquelle je jure d'avoir toute ma vie le plus grand soin. Qu'elle daigne donc, avec un peu de calme, entendre la suite de mon histoire. Mes malheurs essuyés, je pris parti dans une troupe de bandits qui désolaient les provinces centrales de la France. Funeste leçon aux jeunes gens qui se laisseront emporter à la folle passion du jeu. Je fis des coups hardis dans cette troupe. Et 2 ans après y être entré, j'en fus reconnu pour le chef. J'en changeai la résidence. Je vins habiter une vallée déserte, resserrée dans les montagnes du Vivarais, qu'il est presque impossible de pouvoir découvrir, et où la justice n'a jamais pénétré. Tel est le lieu de mon habitation, madame. Tels sont les états dont je vais vous mettre en possession. C'est le quartier général de ma troupe. Et c'est de là d'où partent mes détachements. Je les pousse au nord jusqu'en Bourgogne, au midi jusqu'au bord de la mer. Ils vont à l'Orient jusqu'aux frontières du Piémont, au couchant jusqu'au-delà des montagnes d'Auvergne. Je commande 400 hommes, tous déterminés comme moi, et tous prêts à braver 1000 morts, et pour vivre et pour s'enrichir. Nous tuons peu en faisant nos coups. De peur que les cadavres ne nous trahissent, nous laissons la vie à ceux que nous ne craignons pas, nous forçons les autres à nous suivre dans notre retraite et nous ne les égorgeons que là, après avoir tiré d'eux et tout ce qu'ils peuvent posséder et tous les renseignements qui nous sont utiles. Notre façon de faire la guerre est un peu cruelle, mais notre sûreté en dépend. Un gouvernement juste devrait-il souffrir que la faute qu'un jeune homme fait en dissipant son bien si jeune ? Soit puni du supplice affreux de végéter 40 ou 50 ans dans la misère, une imprudence le dégrade-t-elle, le déshonore-t-elle ? Faut-il, parce qu'il a été malheureux, ne lui laisser d'autres ressources que l'avilissement ou les chaînes ? On fait des scélérats avec de tels principes, vous le voyez, madame. J'en suis la preuve. Si les lois sont sans vigueur contre le jeu, si elles l'autorisent, au contraire, qu'on ne permette pas au moins qu'un homme ait au jeu le droit d'en dépouiller totalement un autre, ou si l'état dans lequel le premier réduit le second au coin d'un tapis vert, si ce crime, dis-je, n'est réprimé par aucune loi, qu'on ne punisse pas aussi cruellement qu'on le fait le délit
à peu près égale que nous commettons en dépouillant de même le voyageur dans un bois, et que peut donc importer la manière dès que les suites sont égales? Croyez-vous qu'il y ait une grande différence entre un banquier de jeu vous volant au Palais Royal ou Tranche-Montagne vous demandant la bourse au Bois de Boulogne? C'est la même chose, madame. Et la seule distance réelle qui puisse s'établir entre l'un et l'autre, c'est que le banquier vous vole en poltron et l'autre en homme de courage. Revenons à vous, madame. Je vous destine donc à vivre chez moi, dans la plus grande tranquillité. Vous trouverez quelques autres femmes de mes camarades qui pourront vous former un petit cercle. Peu amusant, sans doute. Ces femmes-là sont bien loin de votre état et de vos vertus, mais elles vous seront soumises. Elles s'occuperont de vos plaisirs et ce sera toujours une distraction. Quant à votre emploi dans mes petits domaines, je vous l'expliquerai quand nous y serons. Ne pensons ce soir qu'à votre repos. Il est bon que vous en preniez un peu. Peut-être en état de partir demain de très bonne heure. Pour être en état de partir demain de très bonne heure. Franlot ordonna à la maîtresse du logis d'avoir tous les soins possibles de son épouse, et il la laissa avec cette vieille. Celle-ci, ayant bien changé de ton avec Madame de Franlot depuis qu'elle voyait à qui elle avait affaire, la contraignit de prendre un bouillon coupé avec du vin de l'Ermitage, dont la malheureuse femme avala quelques gouttes pour ne pas déplaire à son hôtesse, et l'ayant ensuite suppliée de la laisser seule le reste de la nuit, cette pauvre créature se livra dès qu'elle fut en paix à toute l'amertume de sa douceur. « Oh mon cher Goé !» s'écria-t-elle au milieu de ses sanglots, « comme la main de Dieu me punit de la trahison que je t'ai faite. Je suis à jamais perdue. Une retraite impénétrable va m'ensevelir aux yeux de l'univers. Il me deviendra même impossible de t'instruire des malheurs qui m'accableront, et quand on ne m'empêcherait pas, l'oserais-je, après ce que je t'ai fait? Serais-je encore digne de ta pitié? Et vous, mon père, et vous, ma respectable mère, vous dont les pleurs ont mouillé mon sein, pendant qu'enivré d'orgueil, j'étais presque froide à vos larmes, comment apprendrez-vous mon effroyable sort? À quel âge, grand Dieu, me vois-je enterrée vive avec de tels monstres? Combien d'années puis-je encore souffrir dans cette punition terrible? Ô scélérat, comme tu m'as séduite et comme tu m'as trompée. Mademoiselle de Faxelange, car son nom de femme nous répugne maintenant, était dans ce chaos d'idées sombres, de remords et d'appréhensions terribles, sans que les douleurs du sommeil eussent pu calmer son état. Lorsque Franlot vint la prier de se lever afin d'être embarquée avant le jour, elle obéit et se jette dans le bateau, la tête enveloppée dans des coiffes qui déguisaient les traits de sa douleur, qui cachaient ses larmes cruelles qui les faisaient couler. On avait préparé dans la barque un petit réduit de feuillage où elle pouvait aller se reposer en paix. Et Franlot, on doit le dire à sa justification, Franlot qui voyait le besoin que sa triste épouse avait d'un peu de calme, l'en laissa jouir sans la troubler. Il est quelques traces d'honnêteté dans l'âme des scélérats, et la vertu est d'un tel prix aux yeux des hommes que les plus corrompus même sont forcés de lui rendre hommage dans 1000 occasions de leur vie. Les attentions que cette jeune femme voyait qu'on avait pour elle la calmaient néanmoins un peu. Elle sentit que dans sa situation, elle n'avait d'autre parti à prendre que de ménager son mari, et lui laissa voir de la reconnaissance. La barque était conduite par des gens de la troupe de Franlot, et Dieu sait tout ce qu'on y dit. Notre héroïne abîmée, dans sa douleur, n'en écouta rien. Et l'on arriva le même soir aux environs de la ville de Tournon, située sur la côte occidentale du Rhône, au pied des montagnes du Vivarais. Notre chef et ses compagnons passèrent la nuit comme la précédente dans une taverne obscure. Connus d'eux seuls dans ces environs, le lendemain, on amena un cheval à Franlot, il y monta avec sa femme, 2 mulets portèrent les bagages, 4 hommes armés les escortèrent,
On traversa les montagnes, on pénétra dans l'intérieur du pays par d'inabordables sentiers. Voilà pour la suite de Faxelange, des crimes de l'amour de Sade. Il faut attendre la prochaine émission, mais j'ai hâte de vous retrouver pour vous lire la suite. Je vous embrasse bien fort.